Bonjour, je m'appelle Florian Baïfard. Bienvenue à ce webcast sur les nouveautés 2018.2 d'Inventor et Vault. Donc, durant cette demi-heure, je vais commenter des vidéos que j'ai préparées qui montrent les différentes nouveautés qu'on obtient en installant les services pack 2018.1 et 2018.2. Après la présentation, je réponds volontiers à vos questions si vous en avez. Dans tous les cas, vous recevrez prochainement l'enregistrement de ce webcast. Je vais donc commencer par Inventor. Donc la première chose, c'est évidemment d'être à jour au niveau des services packs. Actuellement, on en est au 2018.2.3. Première nouveauté que je vais vous montrer au niveau d'Anycad, c'est-à-dire l'importation des fichiers de logiciels concurrents comme SolidWorks ou CATIA. On peut maintenant importer en natif des fichiers Solid Edge. Donc là, je vais mettre en fichier lié dans un assemblage un fichier point par, donc un fichier Solid Edge. Le Vault gère également les fichiers Solid Edge à condition d'être à jour au niveau des services packs. Autre nouveauté du Anycad, les références au niveau des fichiers, si on a une référence manquante vers un fichier Anycad, Inventor se comporte de la même manière que s'il perd la référence d'un fichier Inventor. Donc il y aura la boîte de dialogue pour aller le repointer. Avant, on était obligé de le supprimer. Donc là, je renomme mon fichier par pour faire perdre la référence à Inventor. Donc mon assemblage va perdre la référence au fichier par. J'ai le point d'interrogation. Il me suffit, comme pour un fichier standard, de faire clic droit, résoudre le fichier et d'aller repointer mon fichier par. Attention cependant, hein, j'ai juste renommé le fichier, donc il faudrait aller dans les i-propriétés, mettre à jour le numéro de pièce, etc. Autre nouveauté, au niveau des annotations 3D qui étaient apparues dans Inventor 2018, on peut maintenant placer certaines de ces annotations 3D dans un assemblage. Donc là, je suis dans un IAM et je cote l'espace entre deux pièces. Là, je viens dans un fichier pièce et je vous montre quelques petites améliorations toujours dans ces annotations 3D. La première, c'est quelques symboles qui ont été rajoutés aux fonctions de tolérance géométrique. Donc j'ai une phase de référence. Là, je vais mettre une tolérance géométrique de planéité, de parallélisme, pardon. Et au niveau des tolérances, je peux, jusqu'ici rien de nouveau, hein, mais là on voit que je peux rajouter certains symboles comme ici état libre, le F dans un rang. Suivant d'autres situations, on a d'autres symboles disponibles. Quand vous consulterez l'aide sur les nouveautés, vous verrez la liste de ces symboles qui ont été ajoutés. J'en montre un deuxième exemple. Encore une tolérance géométrique cette fois sur un rayon. Il y a un symbole qui n'existait pas avant, qui est ce symbole surface quelconque. Donc il y en a 4 ou 5 qui ont été rajoutés, qui étaient manquants. On peut exporter vers des PDF 3D et des DWF ces annotations du modèle. Ils ont rajouté simplement le bouton exporter vers DWF directement dans le ruban annoté. Il n'y a plus besoin d'aller dans exporter. Et ça c'est nouveau, mais je le rappelle, ces annotations 3D, c'est vraiment considéré comme des objets, donc on peut faire des vues de représentation où on les rendrait visibles ou invisibles pour pouvoir travailler. Amélioration de la fonction mesurée, donc elle a été complètement refaite en 2018. On peut maintenant cumuler des longueurs pour avoir le total de nos différentes mesures.
Donc là, j'ai mesuré une arête et j'ai besoin d'avoir la circonférence, enfin tout le contour complet de ma pièce. Donc je clique sur le rayon, je sélectionne sa longueur et je clique sur le petit plus qui me le rajoute tout au sommet dans propriétés cumulées où je vois la distance totale. Donc en sélectionnant les arêtes les unes après les autres et en cliquant sur le plus, j'ai la distance cumulée. En cliquant sur la petite montre à droite, j'ai l'historique enfin j'ai la liste de mes différentes mesures cumulées. Autre amélioration au niveau du blocage à l'origine des pièces. Donc là, je vais débloquer ma pièce et je vais en bloquer une autre. J'appelle la fonction bloquer et définir en tant que racine qui contient la possibilité de bloquer à l'origine, mais aussi de créer des contraintes de plaquage avec les plans d'origine et aussi de refaire monter tout au sommet du navigateur ma pièce. Donc là, je vais montrer les trois en même temps. Mon fichier est donc remonté tout au sommet du navigateur. Il est bloqué et contient les contraintes d'affleurement. Donc je pourrais même le débloquer hein, vu que j'ai mes contraintes automatiques. Amélioration dans le centre de contenu au niveau de la recherche. Si je connais le numéro de pièce du fichier à placer, je peux directement le taper dans recherche et dans le filtre, mettre le filtre membre afin de rechercher un numéro de pièce. Là, j'ai le logo avec le petit cube, donc je sais que j'ai recherché un membre. Je peux continuer à rechercher une norme, donc rechercher une famille en mettant le filtre famille, et là j'ai la façon traditionnelle de rechercher les vis. C'est assez pratique quand vous faites vos propres listes de pièces et vous avez un numéro de pièce qui est propre à votre société. Souvent, on connaît par cœur les numéros de pièces, mais on peut faire directement la recherche dans le Content Center. Amélioration des contraintes. Si on masque une contrainte, donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais masquer ma contrainte. On voit qu'à présent, on a la possibilité de modifier, par exemple, les valeurs ou carrément modifier la contrainte. Donc là, dans un premier temps, je vais modifier la valeur d'angle. Je vais annuler le masquage et mon axe va se remettre selon la position voulue. Je masque à nouveau et là, je peux aller vraiment avoir la boîte de dialogue pour modifier la contrainte. Je vais de nouveau modifier l'angle, mais je pourrais modifier une phase de référence. Le fait de masquer une contrainte n'est plus un problème pour la modifier. En ce qui concerne la nomenclature, vous connaissez certainement la colonne miniature qui permet d'avoir un aperçu du fichier, d'avoir la miniature du fichier. Quand on exportait ça en Excel, malheureusement, on n'avait pas les images de la colonne miniature. Désormais, c'est possible. Et j'ai eu souvent la remarque de clients de chez Urni Engineering que, que c'était dommage de ne pas retrouver ça dans le fichier Excel. Donc maintenant, le problème est corrigé. Là, je suis en train d'enregistrer ma nomenclature dans un fichier Excel et j'ai la miniature qui va apparaître. Donc là, je suis en train de générer le fichier Excel. Je vais ensuite l'ouvrir pour contrôler que ma colonne miniature contient bien les miniatures. Rien que si vous utilisez l'exportation dans les fichiers Excel de vos nomenclatures, rien que ça vaut la peine d'installer les services pack. Petite amélioration au niveau des contraintes de plaquage axe contre axe. Désormais, la pièce qu'on contraint, la pièce qui bouge va se placer à l'endroit de notre clic. Ça évite le problème qu'on avait avant qu'une pièce contrainte à un axe sur un autre axe se retrouve très loin et complètement hors écran. Là, elle bougera au niveau de mon clic, ce qui est pratique. Bug
corriger au niveau des taraudages. Quand j'appelle la fonction taraudage, tout de suite la liste des taraudages apparaît. Il n'y a plus ce délai de plusieurs secondes dû au fait qu'il ouvrait Excel en arrière-plan. Donc normalement, que ce soit un filetage ou un taraudage, la liste doit apparaître immédiatement, on ne doit plus attendre. Ce problème est corrigé. La lenteur au niveau des IPS est pour l'instant pas corrigée, donc il y a un article Autodesk avec ça, et si vous avez des problèmes de lenteur au niveau des IPS, une solution était de créer une variable d'environnement useLibXL, et lui donner la valeur de 1. Autodesk continue à recommander de la mettre si on a des problèmes de lenteur des IPS, qui j'espère sera bientôt corrigé. Là, j'ouvre une pièce multicore de tôlerie pour vous montrer quelques autres petites améliorations. La première concerne la projection de géométrie dans les esquisses. On peut désormais, dans les options d'application, choisir d'avoir une projection en trait de construction. Donc je peux choisir, donc là je vais projeter les objets en tant que géométrie de construction. Donc mes projections, qu'elles soient les projections manuelles, comme je vais le faire maintenant, je vais donc créer mon esquisse et projeter la géométrie manuellement, ça sera tout de suite en trait de construction. Si vous avez l'option pour avoir cette projection automatique quand vous créez des objets, ça va aussi être en trait de construction. Là, je vais donc pouvoir dessiner mon esquisse grâce à la projection. Attention cependant, la projection est fatalement en trait de construction. Là, je vois que mon bouton trait de construction, il n'est pas enclenché, mais vu que je projette, ça va être en trait de construction à cause que j'ai coché l'option. Et dans ce cas-là, pour les perçages, ça m'arrange pas tellement. Voilà, je vais utiliser la fonction face pour créer en fait une tôle supplémentaire, ce qui me permettra de vous montrer une amélioration dans la tôlerie. Donc en 2018, une amélioration qui était sympa, c'est le fait d'avoir pu mettre une règle de tôlerie par solide, ce qui nous permet de faire du multicore réellement avec de la tôlerie. Donc on se retrouve avec des règles de tôlerie différentes qui pourraient avoir donc des règles de dépliage différentes entre chaque solide. La nouveauté avec le 2018.2, c'est que je peux sélectionner plusieurs solides, faire clic droit et demander synchroniser la règle de dépliage. Donc je vais pouvoir dire que pour ces solides-là, je leur donne une règle de dépliage bien précise, peu importe la règle de tôlerie générale. Donc je peux avoir des épaisseurs différentes, ça posera pas de problème. Sans ça, j'étais obligé d'aller ensuite changer un après l'autre dans chaque solide pour leur mettre la règle de tôlerie souhaitée. Et la règle de dépliage souhaitée, pardon. Cliquer sur une face permet désormais d'avoir le bouton pour rendre les esquisses visibles ou invisibles. Donc vous connaissiez déjà qu'on pouvait cliquer sur une face et demander de modifier une esquisse ou de créer une esquisse. On a maintenant le bouton rendre l'esquisse invisible ou rendre l'esquisse visible, ce qui est très pratique, très appréciable. Petite amélioration, enfin en fait c'est une nouvelle option aussi, une nouvelle option d'application. Vous connaissez déjà le fait que quand vous créez une nouvelle esquisse et que vous dessinez une géométrie, la première cut va faire une échelle de votre géométrie sans la déformer. Certains trouvent ça très pratique, d'autres pas. Donc on a maintenant le choix d'avoir ce comportement ou pas. Donc là j'ai fait une démonstration de ce comportement. Je peux aller dans les options d'application et cocher ou non mettre automatiquement à l'échelle la géométrie d'esquisse sur la cote initiale. Donc si je décoche cette option, je pourrais avoir ce comportement tel que je vais le montrer maintenant. Si je place ma première cote, ça va modifier simplement la dimension de l'objet et pas tout mettre à l'échelle. On a désormais donc le choix d'avoir l'ancien système ou de le désactiver. Amélioration au niveau des images. Si j'exporte une image de ma pièce, certains formats tels le PNG, je peux maintenant choisir d'avoir l'arrière-plan transparent. Très pratique pour les personnes qui font des exportations pour faire une liste de pièces ou pour une nomenclature ou une documentation. Là, j'ouvre le PNG que j'ai généré et je vois bien que j'ai un arrière-plan transparent. J'ai en fait pas d'arrière-plan.
Nouveauté, enfin, amélioration dans les dessins, si au niveau des hachures. Donc là, si je fais une esquisse sur une vue et que je dessine des géométries fermées, la nouveauté, c'est que la fonction hachurer la région permet de sélectionner plusieurs géométries fermées avant de valider. Donc avant, je devais en sélectionner une, faire OK, rappeler la fonction. Maintenant, je peux sélectionner toutes les géométries fermées et valider. Normalement, les mises à jour des dessins sont plus rapides. Avec les derniers service packs, je ne peux pas faire la démonstration, mais ce sera plus rapide si vous modifiez une pièce. Autodesk App Manager a changé, enfin le nouveau nom est Autodesk App Manager, l'ancien nom était différent, petit détail. Amélioration au niveau du iLogic, donc là dans ma pièce, j'ai fait deux règles très rapides. La première qui m'informe si j'ai donné un diamètre d'alésage trop grand par rapport à une valeur spécifique. Et la deuxième, si ma description contient moins de 10 caractères, à l'enregistrement du fichier, j'aurai un message d'avertissement. Donc là, je vais mettre pas assez de caractères, je vais enregistrer mon fichier et j'ai un message d'avertissement. Ces deux règles iLogic me permettent de vous montrer les nouveautés. Donc la première, c'est la boîte de dialogue des événements déclencheurs qui est beaucoup plus conviviale qu'avant. Donc là, je vais appeler cette boîte de dialogue. J'ai maintenant les différents événements déclencheurs qui sont classifiés par onglet. Et là, j'ai un événement dans ce document. Donc avant l'enregistrement du document, il m'appelle une règle iLogic. Et on voit que c'est beaucoup plus rapide pour les rajouter, pour les supprimer, c'est mieux organisé et les boutons sont plus faciles à utiliser. On a toujours nos sécurités dans le bouton options. Donc là, beaucoup plus convivial la boîte de dialogue des événements déclencheurs. D'autres améliorations pour la modification des règles. Il y en a qui sont très sympas. Là, concrètement, j'ai ma règle qui me permet de dire que je veux que la description fasse plus de 10 caractères. Là, elle est mal faite parce qu'il y a la valeur 10. J'aurais dû faire une variable. Je vais donc rapidement créer une variable. Comme ça, si je veux changer la valeur de 10, je change la valeur de la variable et c'est répercuté partout dans mon code. Donc là, je suis au milieu du code, je décide de créer une variable qui s'appelle min_deskLength et je dois créer cette variable vraiment. J'ai donc la nouveauté qui est l'entête qui me permet, peu importe où je me trouve dans mon code, de vite écrire tout au sommet du code. Donc là, je vais vite déclarer une variable tout au sommet du code sans bouger d'où je suis. On voit en jaune que en jaune, tout ce que j'ai modifié. Je fais un CTRL-S qui est aussi une nouveauté pour enregistrer, et ça devient en vert. Donc le CTRL-S aussi est enfin on peut enregistrer avec le clavier. Autre amélioration qui concerne en fait la syntaxe, je peux avoir soit le système jusqu'à maintenant de couleurs, soit le système qu'ils ont appelé moderne qui me permet d'être plus proche par exemple de Notepad++ où la description est en vert. Dernière amélioration qui est la saisie automatique. Donc si je tape le début de ma commande, il me propose la fin. J'ai la saisie automatique donc pour créer plus rapidement certaines commandes et aussi là je crée la commande if, je cherche mon paramètre d'alésage et évidemment il va me le proposer dans les événements dans l'aide, enfin dans les propositions. Encore une fois, on voit à côté que c'est en jaune parce que c'est le texte que j'ai modifié par rapport au dernier enregistrement. Donc là, j'ai la liste des paramètres qui va me proposer. J'ai tapé D et tous les paramètres D suivent. Voilà donc pour une présentation assez rapide des nouveautés Inventor. Je rappelle que toutes ces nouveautés que je vous ai montrées brièvement sont dans l'aide. Donc il vous suffit d'appeler l'aide dans Inventor et d'aller dans What's News et voir toutes les nouveautés 2018.1 et 2018.2. Donc là vous avez la liste avec
quand c'est nécessaire, le renvoi vers l'aide vraiment de la fonction pour apprendre à l'utiliser. Je vais maintenant passer aux nouveautés du Vault. Alors, première chose, si on a des fichiers de bibliothèque qui sont manquants en local, donc là typiquement mon Content Center est absolument vide en local, mais je vais ouvrir un assemblage qui contient des vis du Content Center. Je ne vais pas avoir des messages de perte de référence parce que le Vault va me proposer de les obtenir en local. Donc là, il me suffit de mettre oui à tout et il va m'obtenir en local la vis que j'avais pas. Amélioration dans les recherches aussi. Dans le dossier des recherches, toutes les recherches que j'ai enregistrées avant, elles étaient classées dans l'ordre chronologique, dans l'ordre où je les avais créées. Idem dans Inventor, quand je viens ouvrir depuis Vault, mes recherches n'étaient pas dans l'ordre alphabétique, mais dans l'ordre chronologique. Le problème est corrigé, on l'a dans l'ordre alphabétique. Amélioration aussi au niveau des liens avec les fichiers DVG en NI4, donc les fichiers que j'importe dans un IPT ou un IAM. Si le fichier contient une XREF, donc concrètement le DVG a un lien vers un autre DVG, c'est parfaitement géré par le Vault. Le Vault va chercher les XREF. Donc là, j'ai placé un DVG et je vois bien qu'il fait le lien avec le DVG qui est en XREF. Donc je peux archiver, c'est géré et reconnu par le Vault. Avant, j'aurais eu des pertes de lien avec les XREF, le problème est corrigé. Je parlais avant des NICAD pour Solid Edge, c'est évidemment géré maintenant dans le Vault. Comme là, j'ai un fichier Katia. Si vous êtes à jour avec les services pack d'Inventor et de Vault, le fichier Solid Edge va être parfaitement géré en NICAD. Le tri numérique. Le tri numérique est désormais dans la même chose que l'explorateur Windows, c'est-à-dire dans l'ordre numérique 1, 10, 100. Le problème qu'on avait avant, c'était dans l'ordre booléen, je dirais. Donc ça faisait la première colonne, les 1, la deuxième colonne, donc c'était classé dans l'ordre 1, 100, 11, 22. À la demande des utilisateurs, ça a été mis dans l'ordre numérique. Petite amélioration au niveau du gestionnaire de traçage. Donc le gestionnaire de traçage, il y a un bouton qui a été rajouté pour pouvoir tout de suite archiver dans le Vault. C'est donc le bouton enregistrer vers Vault qui permet d'enregistrer dans le bon dossier et tout de suite archiver le fichier de configuration de traçage. Mon fichier de traçage est directement de gestion du traçage est directement dans le Vault. Amélioration au niveau du préemporté, on peut maintenant configurer le préemporté pour qu'il enregistre les fichiers directement dans A360 Desktop, donc le cloud des fichiers. Là, je le fais manuellement, de le mettre dans le A360 Desktop. Depuis Inventor, dans le navigateur, j'ai la possibilité maintenant d'aller chercher la pièce directement dans le Vault avec la fonction accéder au dossier du coffre-fort. Malheureusement, chez moi, ça ouvre une nouvelle instance du Vault. J'espère que ce n'est pas le cas chez vous. Là, il me met bien en évidence la pièce directement dans le Vault client.
Je vais finir avec les nouveautés du Job Processor. Donc là, je vais mettre à jour ma vue, histoire de forcer le Job Processor à créer un nouveau DWF. Et dans la file d'attente des tâches, j'ai quelques améliorations sympas. Premièrement, cette file d'attente donc job queue en anglais, on peut laisser la fenêtre ouverte et continuer à travailler dans le Vault. Par exemple, là, je vais ouvrir un fichier. C'est assez appréciable pour les personnes qui aiment bien checker de temps en temps si les jobs avancent. On peut garder cette fenêtre ouverte, on n'a pas besoin d'aller la fermer et la rouvrir chaque 2 minutes. Si si je veux, je peux, en faisant un clic droit sur le fichier qui est dans ma file d'attente, je peux faire clic droit sur le fichier pour aller demander à l'afficher dans le Vault client. Si par exemple je constate une erreur et que je veux contrôler le fichier, je retrouve tout de suite dans le client, il suffit de faire clic droit, aller au dossier et je vais voir le fichier directement dans le bon dossier. Les colonnes sont aussi désormais paramétrables. Il suffit de faire, comme dans Inventor, hein, clic droit, personnaliser la vue et je peux aller choisir les champs des colonnes que j'ai besoin. Là, pour l'exemple, je vais simplement mettre la version. Mais n'hésitez pas à paramétrer selon vos besoins. Autre nouveauté très importante, le Job Processor ne consomme plus une licence Inventor quand il fait des tâches où il a besoin d'Inventor en arrière-plan. Pour terminer, vous savez qu'en 2018, avec le Vault professionnel, on peut demander de générer automatiquement des PDF pour les mises en plan, par exemple. On a désormais la possibilité de paramétrer le nom du fichier PDF. Donc, est-ce qu'on veut un préfixe, est-ce qu'on veut rajouter une date, etc. Pour faire ça, il faut configurer le fichier jobprocessor.exe.config qui se trouve dans Program Files. Donc c'est quelque chose d'assez délicat, je conseille d'en faire un backup. Mais Autodesk, on fait un article qu'on trouve dans l'aide qui nous permet de configurer selon nos souhaits le nom du fichier PDF qui est généré. Donc ça nécessite d'aller bidouiller ce jobprocessor.exe.config, mais il y a une aide Autodesk avec ça, avec des exemples concrets de ce qu'on aimerait, des possibilités, il suffit de se référer à cette aide. Voilà ce qui concernait les nouveautés Vol 2018.2. Là aussi, comme pour Inventor, vous retrouvez toute la liste de ces nouveautés dans l'aide. Donc n'hésitez pas à aller consulter les nouveautés Vol 2018.1 et Vol 2018.2. Tout est noté. Vous remarquerez également que beaucoup de ces améliorations sont liées à des demandes d'utilisateurs. Euh, si je clique sur une suggestion de Volt ID ou d'Inventor ID, je tombe sur le forum pour proposer des améliorations. Donc n'hésitez pas quand vous avez des bonnes idées à prendre 5 minutes pour aller sur ces forums, que ce soit pour Vault, Inventor, AutoCAD ou n'importe quel logiciel Autodesk, et proposer des améliorations, voter pour les améliorations qui vous plaisent, car Autodesk base vraiment sur les demandes clients pour corriger des couacs ou proposer des nouvelles fonctions. Vraiment, on voit que c'est très très souvent des demandes d'utilisateurs. Voilà pour cette présentation. Comme j'ai dit en début de webcast, vous recevrez la vidéo de ce webcast. Mais en attendant, si des personnes ont des questions, j'y réponds volontiers en direct. Il suffit de taper un commentaire. Donc dans TeamViewer, pardon, vous devriez avoir le bouton pour envoyer un message de conversation. Et moi, je réponds directement par oral.
Donc apparemment, je reçois pas de message. Je peux aussi brancher les micros si une personne fait la demande. Ok. Alors apparemment, pas de questions. Donc je vous remercie pour votre attention. J'espère que les nouveautés que j'ai rapidement présentées vous ont plu. Et, si vous avez des questions par rapport à ces nouveautés qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à envoyer un mail au support en précisant que c'est suite au webcast. Et, je prendrai le temps de vous répondre. Encore une fois, merci pour votre attention et je vous souhaite une excellente après-midi.